Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azoul. J'espère que tous nos participants se portent très très bien. Nous vous remercions infiniment d'avoir rejoint ce webinaire Conseil Carrière qui sera consacré aujourd'hui au stress professionnel. Donc, sur papier, gérer son stress paraît très très facile, mais dans la réalité, avec le quotidien du travail, l'accumulation des tâches, c'est une toute autre histoire. Donc, il existe quand même quelques astuces qui vont nous aider à améliorer notre qualité de vie au travail et justement à ne pas céder à son stress. Et ça va nous rendre beaucoup de services à nous-mêmes et aussi à l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous allons accueillir Ania Mezaguer, qui est HR Manager dans une multinationale qui est spécialisée dans la chimie. Ania, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Également Yasmine, bonjour à tous. C'est également un réel plaisir à chaque fois cette rencontre à travers le webinaire carrière. Bonjour à tous les participants présents aujourd'hui. Tu l'as si bien dit, c'est très facile de le rédiger, effectivement, sur papier, la gestion du stress. Mais en réalité, lors de la pratique de la chose, c'est un tout petit peu, j'ai envie de dire, compliqué, mais c'est comme une hygiène de vie. Si on le veut vraiment, on peut gérer ça. Si on suit réellement ça, si on a une certaine conscience, on peut facilement gérer notre stress. Quoique parfois, c'est, comme on dit, out of our control. C'est plus fort que nous, mais c'est une question de conscience en soi, effectivement. Exactement. Donc, Ania, je voulais d'abord te poser une petite question. En fait, nous vivons différemment le stress, que ça soit dans notre vie personnelle ou bien au travail. Donc, la première question, en fait, ça serait en fait comment évaluer notre niveau de stress déjà? D'accord. Comment savoir à quel point on est stressé? Comment savoir si on est stressé ou juste un petit peu tourmenté? Donc, comment savoir si vraiment on est stressé et à quel point nous sommes stressés? Excellente question, Yasmine, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement qu'elles sont dans le cadre du stress. Elles sont, comme on dit, in the box. Il faut vraiment sortir pour pouvoir un petit peu nous voir. Aussi, on peut nous faire la remarque, comme on peut remarquer des collègues ou les personnes qui sont à côté de nous. Alors, au fait, l'état du stress varie d'une personne à une autre, il faut le savoir. Je peux donner des exemples très primaires. Voilà, nous avons un collègue, un manager qui est là en train de faire les 100 pas dans son bureau, faire semblant qu'il réfléchit à quelque chose, trouvant une solution, mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a rien dedans. Ça nous arrive de faire les 100 pas, ça nous arrive de faire le tic-tac sans arrêt, ça nous arrive sur un stylo, ça nous arrive aussi de faire des gestes c'est-à-dire qui ne sont pas habituels, caresser par exemple, quelqu'un qui caresse son ventre sans arrêt ou des femmes généralement qui ont des cheveux longs, qui font les boucles comme ça, sans arrêt autour de leurs doigts. Tout ça, ce sont des signes gestuels du stress. Il y a aussi d'autres signes, c'est le surmenage. Beaucoup de personnes se réveillent pas en forme du tout. Ça aussi, ça peut être un signe de stress. Il y a aussi l'alimentation. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'appétit, au contraire, une certaine boulimie. Donc, ça aussi, c'est un signe de stress. Donc, tous ces facteurs-là, quand on est, encore une fois, je le dis, in the box, quand on est dans le bain, on ne se rend pas compte. Ce n'est qu'après, quand ça se dégénère, qu'on commence à s'apercevoir qu'on est vraiment dans un stade un petit peu supérieur du stress. Donc, comme on dit, ce n'est que lorsqu'on en a jusqu'au cou qu'on s'aperçoit qu'on est en train de se noyer. Donc, voilà pourquoi il faut faire cette autocritique individuelle. C'est très important. Il faut savoir où est-ce que nous sommes situés par rapport aux autres personnes. Et il faut d'abord et avant tout
s'écouter. Ça, beaucoup de personnes ne le font pas et nous allons le voir tout à l'heure. Et il n'y a pas le son, Yasmine. Yasmine? Je suis là. Est-ce que Très bien. vous arrivez à m'entendre? Très bien. Alors, Ania, je voulais justement savoir en fait ce que nous allons aborder aujourd'hui après cette question, ce que Oui. nous allons aborder à travers ce webinaire. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire en fait de poser cette première question de comment savoir si on est stressé à quel niveau. Maintenant, il va falloir en fait passer, j'imagine, par plusieurs étapes, plusieurs cases pour venir à bout peut-être de ce stress, sinon baisser notre niveau de stress. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement et par quelles étapes nous allons passer pour réduire ce stress? Alors, c'est une excellente question, justement. C'est ça ce que je voulais évoquer, justement, en démarrant ce webinaire, et surtout pour les participants, les charmants participants qui sont ici avec nous. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est une séance de briefing, de parler brièvement de ce qu'est le stress et comment est-ce qu'on se rend compte que nous sommes stressés et un petit peu donner quelques solutions pour éviter tout cela. Et aussi, on va parler du côté psychologique, hein, parce que n'oublions pas que le stress, c'est très psychosocial. Donc, on va parler un petit peu de ce côté-là. Il faut savoir aussi, quand on parle du stress, il y a un autre webinaire très prochainement où on va parler de la gestion du stress qui rentre dans la gestion du temps. Donc, ça, on le verra ultérieurement. Alors, aujourd'hui, en parlant du stress, moi, j'ai envie de dire que oui, tout d'abord, c'est très psychosocial. Il faut savoir que dans le stress, nous avons deux aspects. Il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect individu. Alors, le stress a deux aspects, environnement et individu. Si on parle du côté environnemental, c'est quoi exactement? Alors, à ton avis, Yasmine, quand on parle du côté environnemental, ou ça peut rentrer même dans le côté ergonomique parfois de la chose. Quand on parle peut-être d'environnement, on parle peut-être de l'entreprise où nous sommes, de notre travail en général, de nos tâches, de nos missions, des personnes avec lesquelles nous interagissons, mais aussi l'environnement qui est un petit peu plus externe. Des fois, la source de stress au travail, j'imagine, peut être disons peut-être qu'on travaille beaucoup trop loin de chez nous, peut-être que nous utilisons les transports en commun et ça c'est aussi ça peut être ça entre dans l'environnement qui peut influencer en fait notre perméabilité au stress. Donc moi je vois un petit peu les choses comme ça. Tout à fait, Yasmine. En grande partie, c'est ça. Nous avons le milieu de travail. S'il est confortable, ça joue hein, aussi sur le moral. Attention, le stress, c'est toujours le moral. Hein. Si nous sommes au top, ça va. Sinon, ça va engendrer le stress. Il y a l'environnement. Il y a, comment dirais-je, les conditions de travail. Voilà. Déjà, ça commence par l'environnement de la maison. Ah voilà, le matin, on se réveille, il y a un petit chamaillement avec l'enfant qui est un peu à la bourre, qui est un peu en retard avec le mari. Déjà, ça commence bien la journée, puis on est au boulot, on ouvre le PC qui plante, et puis l'imprimante où on trouve un manque d'encre, de papier. Déjà là, c'est des petites choses qui s'accumulent. Hein. La cafetière, pas assez de capsules ou pas de café. Donc, voilà, c'est des petites choses qui s'accumulent dans notre matinée ou dans notre journée qui va avoir un impact négatif moralement sur notre morale, bien sûr, vers la fin de la journée. Et on remarque ce stress maintenant. Imaginez que ça se répercute tous les jours. Donc, l'environnement est très important. Il y a aussi le côté individu. Alors, le côté individu, on connaît beaucoup de personnes, on les appelle les personnes du type A. Alors, ce sont les personnes qui sont donc toujours dans la compétition, qui sont toujours, qui ne disent jamais non. C'est des personnes qui sont très perfectionnistes et donc c'est des personnes stressées qui veulent toujours faire de leur mieux, qui veulent toujours donner
de leur mieux. Donc, elles sont toujours dans la compétition, dans le vouloir donner, toujours dans la hyperactivité. Et donc, c'est des personnes stressées, contrairement justement aux personnes qui sont optimistes, pépères, tranquilles. Donc, nous avons ce genre de personnes. Attention, il y a beaucoup de collaborateurs, d'employés ou de managers qui personnalisent le côté professionnel. Et ça engendre beaucoup de stress. Nous avons aussi, on en parle du côté psychologique, la différence entre hommes et femmes. Alors, si on parle de ce côté-là, qui montre le plus de stress généralement? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes, selon toi, Yasmine? Alors en fait, si je dois donner en fait ma petite perception en fait de l'homme et de la femme, bon, je pense que la femme est plus à même de supporter son stress, mais en contrepartie, en fait la femme extériorise facilement ses émotions, donc elle se laisse un petit peu submerger par les émotions. Par contre, l'homme est beaucoup plus introverti, donc il ne montre pas ses émotions, mais il a tendance en fait à être aussi dépassé par les événements et donc à ne pas savoir gérer telle ou telle situation. Donc c'est à peu près ma perception si on devait définir le stress entre l'homme et la femme. Comment on Je subit vois, le stress homme et je femme. vois très bien, je vois dans les commentaires les femmes, je pense, les hommes. Alors, c'est très simple. Les hommes gèrent mieux leur stress comparant aux femmes. Pourquoi? Alors, généralement, les femmes sont connues d'être, elles verbalisent trop la chose, hein. Elles verbalisent beaucoup, et ça, c'est connu. Elles essayent de faire sortir, elles parlent beaucoup, donc elles verbalisent. Et là, on voit que au lieu de maîtriser justement la gestion du stress chez la femme, elle essaie d'extérioriser, de faire sortir, et donc ça va apparaître. Mais attention, quand je dis de faire sortir et d'extérioriser, elle n'est pas en train d'extérioriser le cumul. Non, non, elle est en train de se stresser davantage avec sa façon de faire et avec cette façon de parler. Quand on est stressé, il y a d'autres méthodes à faire. On s'oriente vers autre chose pour évacuer, comme font la plupart des hommes. Généralement, les hommes sortent, ils font du sport, donc ils rencontrent des amis. Quand on voit par exemple dans certaines sociétés, tout dépend, hein. Donc les femmes généralement ne sortent pas assez comparant aux hommes. Déjà là, on voit cette différence. Beaucoup, ce sont les hommes qui sont des sportifs comparant aux femmes. Donc ça joue, et on verra ça tout à l'heure sur les solutions justement pour apaiser le stress. Donc là, si on compare les hommes et les femmes, donc les hommes gèrent mieux leur stress comparant aux femmes, hein. Donc attention, les femmes sont plus dans l'émotion, j'ai envie de dire, hein, et ça, c'est connu. Exactement. Après, il y a aussi le type de stress. Il y a plusieurs types de stress et plusieurs catégories. Attention, là, on est en train de parler, d'expliquer clairement avec un sourire, mais il y a des catégories plus high level, vraiment plus sérieuses, qui mènent vers le burn-out et là même vers la dépression et certainement, dans certains cas, vers le suicide. Alors, le stress commence par de petites choses. Nous avons une pression au travail. OK, la pression, j'ai envie de dire, c'est une question, le stress, c'est une question d'adaptation dans un environnement. C'est pour ça qu'on est stressé. Il faut que l'être humain s'adapte. Donc, tant qu'on essaie de s'adapter à une situation quelconque, donc là, il y a un stress intense qui est tout à fait normal. Mais il faut savoir comment gérer son stress. Quand on parle du stress professionnel, il y a les harcèlements, ce qui est connu, que ce soit par manager ou par des collègues. Il y a aussi la pression des deadlines. Et ça, c'est très important parce que dans certaines entreprises, il y a des deadlines, mais en fait, ce n'est pas fréquent. Bien sûr, on doit les respecter. Et dans certaines autres entreprises, c'est daily, c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours la pression, c'est tous les jours le respect des délais, c'est tous les jours des urgences. Et là, c'est des petits stress là qui s'accumulent et qui devient un énorme stress et qui va jouer très négativement. Ça va impacter la santé de la personne, de l'individu. Donc, oui, Yasmine?
Là, il y a Marie-Liliane Bénézé qui nous demande est-ce que le stress et la colère vont ensemble? Donc, est-ce que la colère est une forme de stress ou est-ce que la colère peut augmenter notre stress? En fait, quel est le rapport entre ces deux? Là, maintenant, tu parles des des différents types de stress. En fait, j'ai jugé nécessaire de te poser cette question-là à ce moment-là pour qu'on puisse faire un petit peu la différence Très bonne ou question. en fait la relation entre le stress et la colère. Excellente question parce qu'effectivement, la colère vient donc, comment dirais-je, génère du stress. Tant qu'on est stressé, d'accord, effectivement, il y a une certaine façon de faire, donc on est en colère. Il y a des personnes, encore une fois, on parle des degrés du stress. Bien entendu, ça va de soi. La colère vient du stress, effectivement. Une personne qui est zen, c'est très simple, c'est clair qu'elle n'est pas en colère. Donc, plus on est stressé, plus on est colérique. Plus on est, d'ailleurs, il y a, parmi les maladies qui se génèrent, on verra ça après, il y a la colopathie nerveuse. Donc, attention, du stress, ça génère la colère, effectivement. Donc, ça va de soi. Maintenant, pourquoi? Cette personne, il y a une certaine instabilité. Tant qu'on est stressé, il y a une certaine instabilité, donc on n'est pas tranquille. Je dis tout à l'heure, il y a des personnes qui font les 100 pas aller-retour, mais en fait, ils ne réfléchissent à rien. C'est juste pour faire ce vide. En réalité, ces personnes veulent évacuer. D'accord? Nous avons des personnes qui ont des tics. Il y a plusieurs tics au travail. Par exemple, le bouton d'un stylo. Il y a même maintenant, ce qui est un petit peu tendance, c'est les anti-stress là, qu'on presse sous forme d'éponge ou silicone, c'est ça, et on presse sous forme voilà, de poupon ou d'un ballon, d'une balle. Donc là, c'est pour un petit peu évacuer légèrement notre petite colère. Parce qu'effectivement, du stress, ça génère la colère. Ça va de soi. Aussi, ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, voilà, pour ne pas perdre mon fil conducteur, ce qui provoque le stress, il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de l'environnement par rapport à l'environnement professionnel, les commodités, il n'y a pas, ou le confort, il n'y a pas, l'ergonomie n'est pas en place. Il y a aussi parfois, donc, on a dit, les tâches ne correspondent pas vraiment à la fiche de poste de l'employé, donc en partie, on l'oblige à faire cette tâche, parfois dans le provisoire qui dure. Donc là, attention, ça engendre un stress professionnel. Parfois, c'est la peur de perdre son job aussi. Parce qu'il y a aussi dans certaines entreprises des harcèlements moraux, c'est-à-dire, comment dirais-je, on met en danger quelques employés et là, c'est une menace. On les menace directement ou indirectement qui peuvent à tout moment perdre leur poste de travail et donc ils sont dans une peur continuelle et donc ça engendre aussi le stress. Il y a aussi, donc on a parlé de tout ça concernant l'environnement et là, c'est une question, encore une fois, d'organisation. D'accord? Donc, une organisation environnementale est nécessaire, est obligatoire afin de pouvoir laisser les collaborateurs se focaliser sur leur job et non pas sur les petites futilités. Voilà. Après, il y a, j'ai dit tout à l'heure, plusieurs types d'individus. Il y a des personnes qui peuvent gérer leur stress parce qu'ils ont de l'autre côté une vie, comment compenser. Il y a des gens qui ne savent pas comment, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compenser par manque de temps. On appelle ça, chez les femmes, la double vie. Donc, la vie de travail et la vie, justement, du foyer. Et là, on est au courant que rares sont les hommes qui aident vraiment leurs femmes à la maison. Et donc, on voit la femme vraiment submergée, elle n'a même pas le temps, 5 minutes pour elle, pour sa petite personne. Et donc là, il faut comprendre cet individu. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'à la maison aussi, avec les enfants, les tâches ménagères, etc., c'est une pression énorme et aussi ça génère un grand stress. Ce stress-là de la vie personnelle peut vraiment impacter sa vie professionnelle.
Donc, il y aura un manque de concentration, il y a un manque de compréhension de cet individu, de cette personne. Donc, voilà, il faut savoir faire la part des choses et essayer de trouver une solution. Quoique ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas, pardon, facile de trouver une solution vraiment à une double vie. Voilà. Surtout si une mère est, j'ai envie de dire, divorcée. Par exemple, un divorce, quelqu'un, un employé qui est dans une phase de divorce, et là, il rentre au boulot et il trouve des tâches qu'il attendent avec des deadlines. Je ne pense pas qu'il se donne à 100%, qu'il donne 100% de sa concentration sur ce projet-là ou sur ces tâches-là. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur le moral, sur l'individu. Et donc, ce qui augmente le degré du stress. Après, on peut voir tout à l'heure comment pouvoir gérer cela. Très, très bien, très, très bien. Donc, une question. Oui, on a quelques questions. Oui. Donc, on va prendre une question qui est un petit peu dans ce que tu es en train de dire. Alors, attends. Donc, tu as parlé en fait de harcèlement professionnel et Zoubir Djebbar nous a posé une question. Donc, il dit d'abord, nous avons encore beaucoup de manques en termes de protection des individus, plus particulièrement des femmes au sein des entreprises, même au niveau des process juridiques. Donc, quels sont les points d'amélioration à entreprendre pour réduire le stress dû à cet environnement? Oui. Au fait, j'espère pouvoir répondre clairement à cette question. C'est une question qui revient souvent, hein, d'accord? C'est une question qui revient à chaque fois par rapport justement aux femmes qui sont exposées beaucoup plus à ce genre d'harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. Et on le voit hélas, dans certaines entreprises. Là, je pense que encore une fois, je reviens à la politique de l'entreprise en question. Généralement, la plupart des entreprises ont un code of conduct, c'est-à-dire le code de la conduite. Ça, c'est de 1. Si le code de la conduite existe dans je ne parle même pas du règlement intérieur, hein, parce que le règlement intérieur, c'est une chose, et le code de la conduite, c'est autre chose. C'est une politique globale d'une entreprise, d'une société. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est toujours voir avec la hiérarchie. Quand je dis la hiérarchie, ce n'est pas forcément le line manager ou le manager direct, parce que généralement, pour ce genre de cas, c'est le manager direct qui provoque ça ou ça vient de lui. Hein. Cet harcèlement vient du manager direct. Dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut savoir, je le dis toujours, que tous les collaborateurs, tous les employés, tous les cadres doivent connaître leurs droits. Et le droit, c'est savoir comment escalader. D'accord? Nous avons d'ailleurs, si on parle de l'Algérie, j'imagine que c'est le cas un peu partout dans le monde, il y a bien sûr les inspections de travail et il y a aussi, avant d'aller même au tribunal, hein, donc on peut saisir un avocat, bien entendu, si au sein de l'entreprise, il n'y a pas de suite favorable. Si au sein de l'entreprise même, on ne vous écoute pas, s'il n'y a pas de réaction au sein de l'entreprise, donc tout dépend si c'est une entreprise locale ou internationale. Donc il faut toujours savoir d'abord escalader et aller par étapes. Maintenant, tout dépend. Il faut savoir qu'il ne faut pas réagir au premier acte. Ce n'est pas au premier harcèlement aussi, hein, parce que là, si vous voulez avoir gain de cause, il faut savoir consolider un bon dossier, d'accord? Si vous voulez réussir et gagner dans tout, c'est-à-dire dans tout ce que vous entreprenez, il faut savoir consolider un bon dossier avec des preuves tangibles et pour pouvoir vous lancer dans cette plainte officielle, parce que ça va être vraiment officiel, enregistré, il y aura des gens de droit et de loi qui vont intervenir. Donc, moi, ce que je conseille, parce que voilà, normalement, il y a d'autres questions qui suivent suite à ça. Est-ce que ça se passe, comment dirais-je, ça s'est passé une seule fois? Est-ce que deux fois? Est-ce que c'était répétitif? Est-ce qu'il y avait un moyen de garder des traçabilités? Après, il y a des personnes qui posent cette question, et si on n'a pas de traçabilité? Et si c'est un harcèlement juste verbal, où il n'y a pas de traçabilité ni écrite, ni photographiée, ni enregistrée quelque part en audio? Donc là, je dirais,
dans tous les cas, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut vraiment escalader ça, faire une plainte officielle aux personnes concernées. Commencez d'abord par la hiérarchie. Et là, déjà, vous êtes en train de constituer un dossier. Voilà. Si au sein de l'entreprise, il n'y a pas de suite, parce que là, c'est un sujet carrément d'harcèlement qui engendre le stress sur la personne, ce qui est normal. Hein. On n'est pas sorti vraiment du cadre du sujet. Donc là, plus vous envoyez des emails, plus vous envoyez des plaintes officielles, vous êtes en train de constituer, de consolider un dossier. Ce dossier va certainement être étudié par les personnes légales du groupe de votre entreprise. Dans le cas contraire, il est de votre droit et tout à votre honneur de vous diriger vers l'inspection de travail territorialement compétente et même saisir un avocat. Oui, oui, tout à fait d'accord. Comme tu l'as dit, il y a des instances qui permettent justement de protéger les employés, d'écouter leurs plaintes et de prendre des mesures, des mesures à l'encontre en fait des personnes qui harcèlent ces employés. Et donc, il y a toute une procédure qui est mise en place par l'inspection du travail. Donc, soit on peut, soit on saisit cette inspection du travail pour qu'elle puisse suivre ce dossier de près. Donc, il y aura une enquête qui sera faite. Les deux parties seront justement confrontées. Et s'il y a conciliation, s'il y a il y aura d'abord le hearing session. Il va y avoir d'abord le hearing session, c'est la séance d'audition, ce qui est important, voilà, parce qu'il faut toujours écouter les deux parties pour faire comme je l'ai dit, seront confrontés. Donc, il y aura discussion et par la suite, il y a toute une procédure qui sera mise en place. Mais en fait, si ce n'est cela, il n'y a rien d'autre qui est prévu par la loi pour parler, en fait, ou pour protéger beaucoup plus les employés en termes de harcèlement professionnel. Et c'est, comme tu l'as dit, une très, très grosse source de stress. Parce qu'en fait, en intégrant une entreprise, on a peur justement de cet environnement et de ce qui peut y régner justement comme problème de ce genre. Absolument. Donc, j'avais aussi une autre question, il me semble, Ania. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis juste en train de la relire. Hein. On a eu beaucoup de participants aujourd'hui, beaucoup de questions. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était plutôt une remarque de Omar Moharabi qui nous dit, on dit que être en confiance, c'est avancer. Donc, il nous dit que, à vrai dire, c'est ce qui manque à nos managers. Ils ne connaissent pas comment mettre en confiance leur personnel et donc le stress est présent en permanence. Donc, est-ce que absolument comment faire en fait pour avoir gagner la confiance peut-être de son manager et avoir par la suite sa protection. Et donc, d'après ce que dit Omar, ça peut être une source pour éviter son stress. Si on a la confiance peut-être de son manager, si on a son appui et si on a son encadrement, sa protection, est-ce que ça pourrait en fait faire réduire le niveau de stress? Si on se sent en sécurité dans son environnement de travail, donc je pense que ça incombe au manager, et si on se sent confiant par rapport à nos tâches et à nos performances. Alors, c'est une très bonne question qui est dans le cadre justement de ce sujet, effectivement. Alors, comment gagner la confiance du manager? Moi, j'ai envie de dire, Omar, c'est ça, merci beaucoup. Effectivement, nous avons beaucoup de managers qui sont immatures. Excusez ma sincérité, ma franchise, mais c'est le cas. Nous avons beaucoup de managers qui sont immatures. Immatures dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint une certaine maturité de leadership. Et donc, il faut vraiment d'abord commencer par former des managers afin qu'il y ait une bonne atmosphère en interne. Parce que généralement, effectivement, et je rejoins ce que le participant a dit, si le manager, parfois la source de stress provient du manager.
Et il y a des managers qui ne savent pas comment autonomiser leurs collaborateurs, leurs employés. Il faut leur donner une certaine autonomie. Il faut savoir que plus on donne une certaine responsabilité et autonomie à un employé, le stress diminue. Plus on montre une certaine pression, d'accord, automatiquement le stress augmente. C'est ça la différence. J'avais déjà discuté de ça lors des précédents webinaires, la différence entre un manager et un leader. Voilà. Donc, il faut être leader déjà avec soi-même, il faut être leader dans sa tête, il faut savoir léguer, surtout laisser les gens travailler. Il y a beaucoup, hélas, de managers qui veulent tout contrôler. Quand je dis tout, mais vraiment tout. Et ça stresse, ça génère vraiment une grande pression sur la team, sur les employés. Donc, ici, ce que j'encourage à chaque fois dans mes webinaires, c'est les séances de formation de leadership et communication et gestion des conflits pour les managers. Plus on a ça, ça va stopper au niveau de manager, la gestion va être au niveau des managers et ça ne montera pas plus haut. C'est ça. Au fait, oui, nous devons autonomiser les gens, laisser les gens travailler. Alors, comment être protégé par son manager ou gagner sa confiance? Alors, est-ce qu'il faut gagner sa confiance et être protégé par lui pour diminuer le taux de notre stress? Je n'ai pas envie de rentrer dans un cadre purement social, parce que ça, c'est pour moi très social. On a un contrat de travail qui nous lie avec l'entreprise et basta. On n'est pas là pour être copain ou être ami avec nos collègues, parce que il y a plusieurs mentalités, il y a plusieurs, comment dirais-je, chacun a sa façon de voir. On peut être une bonne équipe, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Au fait, on est là pour répondre justement aux exigences que la société nous a données, c'est-à-dire ce qui a été signé sur le contrat de travail. Voilà ce qui nous lie en réalité avec la société. Oui, je comprends que nous devons travailler être team worker, nous devons être en étroite collaboration avec nos managers et ainsi que les collègues. Je suis entièrement d'accord, mais ça existe dans certaines entreprises où les mentalités ne matchent pas. Donc, il ne faut pas rentrer dans un cadre social. Oui, je me suis là, je ne m'entends pas avec celle-là, je vais faire un coup bas à celle-là. Non, il ne faut pas rentrer parce que, et là, ça existe. Il y a des managers qui peut-être n'apprécient pas un de leurs collaborateurs, alors ils font tout pour leur foutre, désolé pour le terme, la pression. Et une fois que la pression est là, c'est fait exprès. C'est vraiment un endoctrinement. C'est une pression pour que l'employé quitte et le remplace par quelqu'un d'autre qui souhaite ou qui préfère. Qui a plus d'affinité peut-être avec lui. Pardon? Remplacé par une personne qui a plus d'affinité avec ce manager. Encore une fois, comme tu l'as dit, nous sommes dans un cadre de travail, nous ne sommes pas censés faire du social. Nous sommes tous là pour réussir une mission, travailler en collaboration et ne pas pour s'aimer les uns les autres. C'est vrai qu'on passe le plus clair de notre temps au travail, mais ce n'est pas des raisons pour, disons, dépasser les limites de cette relation cordiale que nous devons avoir avec nos collègues. Et justement, je voulais passer un petit peu à quelque chose d'un peu plus positif, parce que quand on parle de stress, on parle de bon stress, on parle aussi de mauvais stress. Donc, en fait, comment faire un travail sur nous et tâcher de faire de notre source de stress peut-être un avantage pour nous ou une occasion pour nous de rebondir. Et donc, comment transformer concrètement le mauvais stress en une opportunité pour nous? Alors, Yasmine, cette question, je préfère la laisser après, vers la fin, parce que ça, c'est la question de la clôture, en fait. C'est donner carrément des solutions. Yasmine, comme toujours, elle veut des solutions. Voilà. Luc Yasmine, elle tire plus vite que son nom. Exactement. On laisse pour après, justement, excellente question de clôture. Mais si je me permets, je veux juste terminer parce que c'est exactement ce que je voulais dire par rapport à la communication. Alors là, attention, il faut savoir que si on met quelques barrières de respect,
D'accord? Les autres nous respectent automatiquement. Ou bien, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, hein, donc on récolte que ce que l'on sème. D'accord. C'est-à-dire que si on sème le respect, on va récolter le respect. Si on sème l'amour, on va récolter l'amour. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais 80%, ça va être le cas. D'accord. Il faut être vraiment professionnel dans sa tête. Il ne faut pas rentrer dans un cadre purement social. Ça engendre le stress. La communication, la façon de parler joue également sur le stress. Un collaborateur ou un manager qui parle très mal à un team, à un de ses collaborateurs, eh bien oui, ça va engendrer le stress. Un collègue qui nous parle très mal, ça va nous travailler et ça va, bien sûr, ça fait mal et ça va être un cumul. Tous les jours, c'est comme ça va être un cumul. Donc, faire attention, la façon de parler est très importante, la communication est importante. Il y a dans certaines entreprises où on ne dit même pas bonjour. Ça joue sur le moral. Tout à fait. Il y a des managers qui ne demandent même pas sur la santé d'un employé après un arrêt de travail. Ça joue aussi. Donc, toutes ces petites choses psychologiques, avec le temps, va être un cumul qui va vraiment impacter la santé directe de l'employé ou de la personne concernée. Donc, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est garder son professionnalisme jusqu'au bout et surtout ne pas personnaliser la chose. Donc, c'est ça l'erreur au fait qui se passe, c'est qu'on personnalise trop les choses. Je donne un exemple. Dans les pays développés, allez, je vais donner un exemple de l'Allemagne, par exemple. Je connais un petit peu leur mentalité, ou en Europe, hein, partout dans les pays développés. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, une fois au boulot, une fois au travail, c'est le travail. Peu importe la pression professionnelle, ça reste de la pure pression professionnelle. Même s'il y a des conflits, c'est des conflits socio-professionnels. Encore une fois, parce que là, c'est aussi un sujet, la gestion des conflits. On en discutera ultérieurement, ce sera en 2000. Q1, c'est le premier trimestre de 2022. Je prends bonne note. La gestion des conflits est très importante, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais nous avons deux types de conflits. Nous avons les conflits socio-professionnels et nous avons les conflits interpersonnels. Les conflits socio-professionnels, je les accepte. On peut ne pas s'entendre sur une facture, on peut ne pas s'entendre sur un projet, on peut ne pas s'entendre sur des fournisseurs. Ça reste très professionnel et socio-professionnel et on pourra prendre par la suite un déjeuner ensemble ou un café ensemble. Par contre, ce qui n'est pas acceptable et ce qui est grave, ce sont les conflits interpersonnels. Et les conflits interpersonnels surpassent et dépassent carrément le socio-professionnel. C'est-à-dire, on sort carrément du loop professionnel et ça va être vraiment du pur personnel qui va faire mal, vraiment très mal à l'individu ainsi qu'à la communication. Ça va être vraiment des chantages parfois. Ça existe. Donc, il faut faire attention. Dans le cadre professionnel, il ne faut pas qu'il y ait, il faut éviter les conflits interpersonnels. Il faut il faut rester dans le socio-professionnel qui est dans le cadre pro uniquement. Voilà au fait un petit peu comment, après on en parlera ultérieurement sur la gestion des conflits, mais il faut savoir comment éviter les conflits interpersonnels intelligemment afin de rester que dans le cadre professionnel. Ensuite, là, je pourrais enchaîner avec les contraintes dans le stress. Nous avons les contraintes des supérieurs. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les supérieurs peuvent jouer très négativement sur le moral des collaborateurs si ils n'ont pas cette notion de maturité et de leadership. Hein. Voilà, je ne dis pas tous, mais il faut vraiment, il y a de très très bons managers qui connaissent même la vie c'est-à-dire ils vont vers la vie personnelle, ils connaissent même la vie personnelle de l'employé, donc ils comprennent s'il y a un petit retard, la personne doit sortir un petit peu tôt, on ne va pas chercher les petites, les petits soucis comme ça à la personne, on essaie de la comprendre et de l'aider. Donc il y a les contraintes des collègues, attention. Il y a beaucoup de collègues qui sont dans la compétition. Il y a des collègues qui veulent un poste tel, donc ils font tout pour faire le chantage, etc. Et des harcèlements moraux
à leurs collègues, c'est toujours la compétition d'un poste particulier. Il y a aussi les conditions de travail et l'ergonomie qui jouent très négativement si ce n'est pas pris en considération. L'ergonomie, c'est très nécessaire. Parfois, nous avons voilà, une chaise qui n'est pas confortable, on n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise. Nous avons voilà, un endroit de notre siège qui n'est pas qui est loin, qui n'est pas vraiment accessible. Ça joue aussi sur notre morale tous les matins quand on se dirige au boulot et ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a une question avant d'entamer la tienne aussi, Yasmine? Oui, oui. En fait, moi, j'avais une question que je laisserai plutôt pour la fin. Très bien. Là, j'avais une question. Hop, 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 hop. Nous en avons beaucoup des questions, Ania, aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, écoute, je préférais plutôt te laisser enchaîner Excellent. pour ne pas te faire perdre le fil de tes idées. Très Et bien. par la suite, nous passerons aux réponses aux questions de nos participants. D'accord? Très bien. En même temps, je suis en train de voir défiler les questions. J'essaierai au fil de répondre indirectement. D'accord? Je vais essayer de répondre. Alors, voilà. Donc, je disais que oui, je vois une question qui parle toujours des managers en Algérie qui n'ont pas vraiment le niveau pour gérer une équipe ou des équipes. Ça, je le dis, je le redis encore une fois, ce qui est très important, primordial, avant de mettre une personne dans un poste de responsabilité managériale, il faut que cette personne ce manager passe par des trainings, passe par des formations vraiment de leadership, de la gestion des équipes et la gestion des conflits. C'est très important. Voilà. Il y a aussi dans le stress, quand on parle du stress, on a vu ça beaucoup en Asie. Hein, et nous sommes tous informés. Il y a eu même des cas de suicide. Hein, et ça, c'est dû au stress. Parce qu'il y avait un timing qui dépasse vraiment la capacité humaine. Et ça, ce n'est pas possible. J'ai dit, le manque de sommeil joue un rôle très, je ne joue pas un rôle, mais en fait, il impacte négativement notre santé. Il augmente le taux de stress, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a vu, il faut respecter les timings. Moi, je dirais qu'en Algérie ou dans la plupart des pays, le temps de travail est respecté. Donc, nous avons 8 heures de travail par jour, nous avons 1 heure de pause. Enfin, pas pour tout le monde. Hein. Moi, ça m'arrive souvent de faire 10 minutes de pause hein, quand on a comme ça la pression de travail, mais quand même dans c'est-à-dire la loi du travail algérienne ou ailleurs. Donc, il y a toujours ce temps de pause qui est important et ainsi que les week-ends. Il faut noter qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi les week-ends et ça, ce n'est pas bien. Il faut essayer de faire le break. C'est ça ce qui est important. On a vu dans certains pays, c'est-à-dire en Asie, il y a beaucoup d'employés qui sont arrivés à un stade de burn-out très élevé. C'est-à-dire que là, c'était suite à un cumul de plusieurs années, parce qu'il y avait une peur. On sait qu'en Asie, ils courent après la réussite, ils courent après le temps et l'argent. Ils sont tout le temps, depuis l'école primaire jusqu'au, c'est-à-dire au monde professionnel, ils sont tout le temps et toujours dans la compétition. Ça, c'est connu. Tout à fait, hein, tout à fait. D'ailleurs, ils étudient à pas d'heure, ils sont tout le temps en fait à la recherche de cette reconnaissance, à la recherche de ce succès, que ça soit vis-à-vis de l'environnement familial, mais aussi vis-à-vis de la société. Là, en fait, si tu pourrais éventuellement un petit peu discuter de ça, moi je trouve aussi comme grande source de stress que la pression sociale, hein, donc on parle même de pression sociale, est une très très grosse source de stress. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en évoquant l'environnement externe. Et donc, la pression sociale fait que nous restons dans un endroit où nous travaillons, où nous subissons beaucoup d'autres facteurs de stress. Et donc, la pression sociale, en fait, l'environnement externe, Tana, influe aussi
éventuellement sur le stress au travail. Donc déjà, en arrivant au travail, nous sommes déjà très remontés. Et donc, ça peut augmenter aussi notre niveau de stress. Absolument, absolument, Yasmine. Donc, tu l'as très bien dit. Si on parle maintenant de l'Asie, c'est très connu, hein, quasiment tous les pays asiatiques sont en rude concurrence déjà entre les pays et puis dans chaque pays entre eux. Ça commence de l'école primaire déjà où on ne donne pas le temps aux enfants de jouer, on ne donne pas le temps aux enfants de faire des breaks ou jouer même aux jeux c'est-à-dire un jeu infantile, quoi. C'est-à-dire que dès le très jeune âge, on propose des jeux intellectuels et des jeux de société aux enfants, or que l'être humain a besoin de se défouler et d'oublier un petit peu le sérieux, ce qui est tout à fait légitime et normal. Donc, moi, je dirais que ça existe également ici, chez nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette peur. La peur de la peur de l'échec. La peur de l'échec peut être dramatique. Donc, il faut se dire toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas personnaliser la chose. Il y a des gens qui s'en foutent carrément de leur santé et de leur vie personnelle. Et ils pensent qu'à leur réussite. Ils sont focus sur vraiment sur un seul objectif, c'est réussir à atteindre mon objectif. On peut vraiment atteindre nos objectifs et atteindre le sommet de la réussite, mais en faisant aussi autre chose en parallèle, des divertissements, des choses qu'on aime. C'est très important, ce break, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des breaks, on va juste, c'est comme un reboot, on va juste donner de l'énergie encore et recharger nos batteries pour faire encore davantage et faire encore mieux pour le côté professionnel ou notre projet. Donc moi, ce que je souhaite dire aux gens ici, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur des Asiatiques. Ok, c'est vrai que les Asiatiques sont là, no waste time, c'est-à-dire ils sont là pour ne pas perdre le temps. Oui, on peut ne pas perdre le temps, on peut faire beaucoup de choses, mais en même temps, des trucs de divertissement culturel qui nous divertissent vraiment. Donc, voilà, moi je pense que nous devons joindre l'utile à l'agréable. Il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir vraiment prendre le côté professionnel pro, se donner à fond, et puis après faire le break. On a créé des week-ends. Je pense que le week-end existe partout dans le monde et le week-end n'est pas fait juste comme ça. Donc, attention, il faut vraiment profiter de son week-end. Nous voyons par exemple aux États-Unis, la tendance, c'est les team building. Ça a commencé aux États-Unis, vers exactement le nord. Et les team building, c'est justement casser cette routine de travail et sortir tous ensemble, tous les collègues, avec les managers, avec le DG, etc. et sortir quelque part faire une activité autre que l'activité des bureaux. Et ça va juste renforcer l'équipe, diminuer le stress et vraiment connaître, c'est-à-dire faire connaître, comment dirais-je, donner l'opportunité aux gens de se connaître entre eux. Même si, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être amis vraiment au travail, mais il est nécessaire et important et obligatoire qu'il y ait le respect. Donc ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Il faut savoir aussi que le stress professionnel peut impacter la vie personnelle et vice-versa. Attention, il y a des gens qui ont vraiment saccagé leur vie personnelle à cause du stress au travail, parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter les leurs, ils n'ont pas le temps d'écouter leurs enfants, ils n'ont pas le temps d'écouter leurs épouses ou leurs époux, ils sont juste focus sur le travail. Une fois qu'on ferme la porte du bureau, une fois qu'on quitte les lieux du bureau, je souhaite vraiment, si tout le monde puisse faire ça, laisser ses problèmes professionnels, socio-professionnels au bureau et passer à autre chose une fois à la maison ou à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu la tendance. Aujourd'hui,
La plupart des entreprises fournissent des laptops, des téléphones, des smartphones où il y a des emails. Donc, c'est une tactique très intelligente pour pousser les gens à toujours regarder leurs emails, même durant les week-ends, même avant de dormir, pour rester connectés avec le monde du travail. Et ça, je le déconseille. Il faut avoir quand même une journée dans la semaine off. C'est très nécessaire. Une journée dans la semaine off. Un vendredi, un samedi, voilà, ou un dimanche dans certains pays. Donc ça, c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a une question pour que je puisse enchaîner, Yasmine? J'enchaîne. Il vaut mieux que tu enchaînes, Alia, parce que là, on est un petit peu pris par le temps. Hein. Nous avons commencé le webinaire il y a à peu près 1 heure. Donc, moi, je te propose d'enchaîner et de prendre par la suite quelques questions. Excellent. Alors, oui, je souhaite juste maintenant donner quelques conseils comment faire. Il y avait dans un des livres d'Oprah Winfrey, et qui ne connaît pas Oprah Winfrey, où elle avait parlé justement du stress et sa façon, comment elle gère un petit peu le stress. Elle a si bien dit. Quand elle est stressée, quand elle est dans un conflit ou dans un stress énorme, elle fait quoi? En fait, elle s'isole immédiatement vers une autre chambre ou vers un endroit où elle sort au balcon et elle s'isole avec elle-même et elle essaye de respirer profondément. Et là, la tension va baisser automatiquement. Donc, attention, il ne faut pas réagir à chaud. Dans toutes les situations, il ne faut jamais réagir à chaud parce que certainement, les esprits vont s'apaiser, l'idée même va changer. Donc, il faut faire ce petit break, quittez carrément si vous voyez un conflit, s'il y a un souci et réfléchissez avec vous-même. Une deuxième chose, si maintenant il y a un souci avec le manager, direct, hein, parce que parfois ça existe, le manager est là en train de nous faire une pression quotidiennement, etc., avec les deadlines et tout, et vous n'arrivez plus à gérer votre temps ni votre situation professionnelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être le icebreaker et aller directement vers votre manager pour discuter ça. Parce qu'au fait, je pense qu'il y a un grand souci de communication. Lui, il garde ça à l'intérieur de lui-même et l'autre partie garde ça à l'intérieur et puis ça va juste être des boules de neige qui vont vraiment s'agrandir de plus en plus de jour en jour et ça va être vraiment une avalanche. Alors voilà, moi ce que je vous conseille, c'est couper cette barrière et allez-y vers votre manager pour une discussion fair play, une discussion claire, transparente et dire carrément, mettez les cartes sur les tables, voilà ce que j'en pense. Je pense que dans tous les cas, vous êtes des professionnels et vous êtes matures et vous êtes quand même adultes. On n'est pas, je ne sais pas, dans une école où un enfant a toujours peur de sa maîtresse. Non. Je pense qu'il faut casser cette barrière et parler d'une façon très communicative et instructive avec votre manager pour pouvoir comprendre et peut-être qu'il va avoir carrément une autre vision de vous. Il y a aussi pour le stress, moi ce que je vous conseille, c'est courir. Courez. Même si vous n'atteignez pas l'objectif, vous allez perdre du poids quand même. Il va y avoir quelque chose. Courez. Chaque jour, il faut faire une course, soit à l'extérieur, soit tapis à la maison. Il faut courir et croyez-moi que la course rapide ou la marche, vous allez voir que vous allez évacuer, mais d'une façon incroyable et vous allez voir des idées qui vont se remettre en ordre. Je pense que 80% des gens qui vivent le stress aujourd'hui ils ne pratiquent pas vraiment le sport régulièrement. Donc attention, il faut pratiquer régulièrement le sport. On peut le faire, même sans être inscrit dans une salle, même sans avoir les outils nécessaires ou le matériel nécessaire. On peut le faire juste à la maison sur un tapis. Évacuer. Troisième point, faites du yoga. Alors, le yoga, ce n'est pas difficile du tout. Le yoga, c'est juste une façon de s'isoler et pour s'écouter. Une méthode de respiration. J'avais déjà fait ça lors de mes séances de coaching à des participants où ils étaient vraiment étonnés parce qu'en fait, ils disaient « mais en fait, on ne respirait pas ». Oui, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en train de respirer convenablement, mais non. Il faut savoir que quotidiennement, nous avons juste peut-être 50% d'oxygène qui monte au cerveau. Tout le reste,
On n'est pas en train de nous aider pour pouvoir faire monter l'oxygène jusqu'au cerveau pour qu'il puisse fonctionner vraiment correctement ou peut-être même diminuer le taux du stress et de la tension, même artérielle, attention, hein, parce que ça joue. Aussi, dopez-vous de cure de magnésium. C'est très important. Je retourne rapidement au yoga. Il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment pour les professionnels, pour les gens qui se sont vraiment habitués au yoga. Non, pas du tout. Le yoga est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit juste de vous asseoir convenablement avec une tenue, c'est-à-dire essayer d'avoir un dos raide. Voilà. Essayez juste d'avoir une respiration très profonde allant du ventre carrément jusqu'à la gorge et puis expirer. Il y a une façon de faire. Essayez de faire ça soit au bord de la mer, soit à côté de votre fenêtre. Ça va juste vous apaiser 1 à 2 fois par semaine. Essayez aussi de parler. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Essayez de parler. Excuse-moi juste, Tania, pour revenir un petit peu au yoga, c'est pas les exercices acrobatiques que nous nous imaginons. Non, donc, il est possible de faire ça de manière très reposée et qui ne nous demande pas forcément beaucoup d'efforts. Tout à fait, c'est pour s'écouter. Absolument, Yasmine. C'est juste pour s'écouter parce qu'il faut savoir une chose. Beaucoup de personnes ne savent pas s'écouter. Beaucoup de personnes ne s'écoutent pas. D'ailleurs, on dit que dans la communication, on se presse pour rendre la monnaie. On n'est pas obligé parfois de répondre dans une communication. Il suffit juste d'écouter les autres et de comprendre. Donc, est-ce que nous, on se comprend vraiment? Est-ce qu'on est en train de nous écouter, de nous s'écouter? On ne s'écoute pas, en fait. Donc, attention, le yoga, encore une fois, je le dis, très important. Il suffit, comme tu l'as très bien dit, Yasmine, on n'a pas besoin d'exercices phénoménal ou acrobatiques pour faire ces exercices. Il suffit juste de s'asseoir convenablement et respirer profondément et surtout donner du temps à vous-même. Ça, c'est important. Faire du sport, mais aussi, attention, si vous pouvez, faire des siestes. Pas des siestes de 2 heures, hein. Ça ne va pas être bien perçu par votre manager. Mais au fait, il y a des façons, on peut faire une sieste de 10 minutes juste pour déconnecter notre cerveau du travail. Voilà, moi, je vous le conseille. Si vous êtes à la maison, c'est encore mieux. Qui dit stress, enfin qui dit sieste plutôt, ne dit pas sommeil profond forcément. Absolument. Donc c'est cette capacité à fermer les yeux, à faire le vide et justement se reposer et le cerveau et les yeux. Absolument. Et de pouvoir continuer l'autre partie de la journée sereinement. Exactement. Il faut savoir aussi, pour ceux qui sont tout le temps en face du micro, en face du PC, il faut savoir que faire pause de 2 minutes chaque heure est nécessaire, c'est-à-dire déconnecter vos yeux du PC parce qu'il faut savoir que trop de lumière bleue parfois augmente le taux du stress. Ça, c'est clair. Essayons aussi de ne pas personnaliser. C'est le seul conseil que je donne aussi, ou le dernier aux participants ici, ne jamais personnaliser les problèmes professionnels, les conflits professionnels ou la pression du travail. Ça reste toujours dans le cadre pro et ce n'est jamais personnel. Voilà, tout le monde est remplaçable. Il faut savoir, tout le monde est remplaçable. Il y avait une question qui parlait du CDI, CDD, etc. J'ai oublié le nom. Alors, ça aussi, ça stresse parce que ça rentre dans les conditions, encore une fois. Il y a des personnes qui ont des CDD qui sont depuis longtemps avec un contrat CDD. Ça les stresse parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les mettre à la porte à tout moment. Et donc, oui, je les comprends parfaitement parce que ça rentre dans les conditions de travail. Moi, le seul conseil que je vous donne, c'est ou bien essayer d'escalader ça afin de changer cela. Si vous êtes depuis longtemps en CDD, ça peut être changé en CDI, sauf si vous êtes sur des projets. Ça change un petit peu la donne. Mais essayez de régler ça avec votre hiérarchie ou sinon, trouvez-vous autre chose. Essayez de voir autre horizon, autre alternative avec un CDI pour ce monsieur qui s'inquiète pour son contrat. Voilà. Donc, finalement, le stress reste psychosocial. Si nous pouvons vraiment, si nous sommes conscients sur le stress que nous vivons, nous pouvons vraiment réduire cela et nous pouvons vraiment, comment dirais-je, maîtriser la situation parce qu'en fait, en réalité, toute personne est maîtresse de soi-même, de sa personne.
Donc, essayez de ne pas personnaliser et essayez d'avoir un certain contrôle sur votre vie. Et surtout, on en parlera plus tard, le time management. Il faut savoir que le time management, la gestion du temps, diminue 50% du stress au travail ou même dans la vie personnelle. Très bien. Ben, écoute, je te remercie infiniment, Ania, pour toutes ces précisions, pour tous ces précieux conseils. Moi, je voudrais bien revenir à la question que je t'avais posée tout à l'heure. Comment transformer notre stress, que nous subissons un stress négatif, Oui. en opportunité et donc en challenge? Oui. Donc, on Très peut, bien. je pense, transformer le stress négatif en stress positif et justement rendre ce stress-là comme une opportunité peut-être de nous affirmer professionnellement. C'est très intelligent en fait ce que tu dis, Yasmine, parce que ça répond un petit peu à ce que je disais juste avant. Comment est-ce que prendre le stress comme un challenge? C'est très psychologique ce que tu dis. C'est qu'il ne faut pas personnaliser. C'est exactement ça. Il ne faut pas que ça soit personnel. Donc, je dirais, OK, ça c'est comme un jeu. Ça reste professionnel. Je suis dans un cadre pro. Je vais essayer de réussir ce challenge. Mais regardez là ce que tu dis. Je vais essayer de réussir ce challenge. C'est-à-dire que là, tu as préparé ton cerveau que si il va y avoir un échec, tant pis, c'est pas grave. Donc là, c'est très psychologique au fait. Et c'est ça ce que j'essaie de faire comprendre. Tu sais, il y a un enseignant, à la fac qui nous disait si on n'échoue pas, c'est qu'on n'essaye pas et qu'on ne travaille pas. Donc, je pense qu'il faut. Absolument d'accord avec toi. Il nous disait c'est que donc je me dis qu'il faut quand même essayer et ne pas se dire oui ben c'est bon, j'ai échoué là je ne pourrai rien faire de ma vie ou là ok, j'ai échoué, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux améliorer la chose? Donc, je pense que cet état d'esprit est très, très important à avoir. Et au-delà des contraintes environnementales et de toutes les contraintes. Tout à fait, Yasmine. Et pour compléter, il y a aux États-Unis, on dit no, ce n'est pas négatif. Généralement, quand on dit non, c'est négatif, le no. Hein. No, c'est new opportunity. That's all. C'est une nouvelle opportunité. Donc, ça, c'est-à-dire pour dire qu'il faut toujours positiver et il faut savoir que si on échoue, c'est parce que tout simplement, il y a eu un travail. On a échoué parce qu'on a essayé. Si on n'a pas essayé, c'est-à-dire il y a un résultat. Donc, il faut réessayer davantage et faire ce challenge sans autant se stresser, tout simplement. Donc, je suis tout à fait d'avis avec toi, Yasmine. Il faut essayer. Après, s'il y a échec, c'est qu'il y a eu quand même un travail fourni quelque part. Il faut retenter encore, tout simplement. Après, encore une fois, il ne faut pas personnaliser et ne jamais personnaliser le côté professionnel et laisser de côté, passer à autre chose une fois que vous sortez de votre boulot, de votre cadre pro. Essayez de voir autre chose, changer d'air, faites autre chose et vous allez juste sortir, vous allez être out of the box. Vous allez voir votre situation, vous allez vous dire finalement, être dans le bain tout le temps, ce n'est pas bien, il n'y a aucune évolution là-dessus. Là, on a une petite question de Boubacar Bouakez qui nous parle de saturation. Donc, il dit de temps en temps, j'ai du travail, suffisamment de temps pour achever ce travail, mais je ne peux faire aucun clic de souris. Je pense que ça s'apparente à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de burn-out. Donc, comment justement prendre conscience de cette situation et comment la gérer? C'est-à-dire que là, il a du boulot, il a du travail, mais il n'arrive pas au fait à effectuer son travail à cause du stress. C'est très simple. Il est saturé. Ce genre de personnes, saturé, effectivement. Généralement, ce genre de personnes qui vivent cette situation, c'est dû à une non-organisation des congés dans l'année. Les personnes qui ne sortent pas en congé, les personnes qui ne font pas de break, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont un cumul
aberrant, hein, mais vraiment un cumul inimaginable de congés et de récupération. Donc là, ça va générer un burn-out, une non-concentration, un stress continu. Donc, comme on dit, il y a des personnes, il y a le stress comme on dit, dans une entreprise, il y a l'absentéisme, on connaît, hein, il y a beaucoup de personnes qui s'absentent parce qu'il y a des soucis, des déficits médicaux, etc. Il y a aussi le présentéisme. Le présentéisme, c'est un grand problème. Je ne parle pas des gens qui se présentent juste au travail, mais on parle de le présentéisme qui sont là, mais qui ne foutent rien. En fait, ils sont là physiquement uniquement, mais il n'y a aucune valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ils n'ont rien fait encore, c'est-à-dire parce que tout simplement, ils ont le cerveau saturé par le stress, par un pré-burnout. Ce n'est pas vraiment un burnout, le burnout, c'est vraiment autre chose. Et là, on voit un souci de présentéisme, c'est-à-dire ils sont là, mais ils ne font absolument rien du tout. Donc là, pour la question de Boubacar, je dirais que oui, quand on est saturé, il faut savoir est-ce qu'on a fait réellement notre planning de congé dans l'année. Il faut savoir que beaucoup de personnes ou les bons managers dans le monde entier, hein, ils planifient leurs congés. Ça, c'est très important. Pourquoi planifier des congés? C'est psychologiquement montrer au cerveau, dire au cerveau qu'il va avoir une certaine récompense après tous ces efforts. Voilà. Après tous ces efforts, il va avoir une petite récompense qui sera un congé quelque part ou des vacances quelque part. Donc là, c'est une certaine psychologie. C'est comme comment dire, le time management, on a déjà vu ça. Les 20-10, les 20 minutes avec une récompense de 10 minutes. Tu te rappelles, Yasmine, les 10 minutes de travail avec une récompense de 2 minutes. La méthode Pomodoro, c'est bien ça. Pomodoro, effectivement, là, ça booste le cerveau à travailler sans avoir, au fait, ce stress parce qu'il sait qu'il va se reposer par la suite. Donc, attention, dans l'année, il faut répartir ses congés en 2 ou en 3. Mais même scientifiquement, on dit que la capacité de concentration du cerveau est de 20 minutes. Donc, si on va au-delà de ces 20 minutes, on force notre cerveau, donc on s'épuise. Et comme tu l'as dit au début, l'une des plus grandes sources de stress, c'est la fatigue, le manque de sommeil. Absolument. Et donc, si notre cerveau ne se repose pas assez, donc on stresse, on devient de moins en moins performant. Tout à fait d'accord, effectivement. Donc, prenez des congés, faites des breaks et profitez de votre temps et de vos familles, c'est très important. Et donnez du temps à vous-même surtout. Parce qu'en fait, généralement, les gens qui se stressent, ce sont les gens qui veulent faire beaucoup de choses en dehors du travail et qui n'y arrivent pas. Oui. En fait, c'est ça. Oui, ou un petit peu dans ce qui est un petit peu dans notre cas en Algérie où nous avons un manque de loisirs aussi. Hein. Je pense que nous n'avons pas réellement beaucoup d'endroits où nous défouler ou extérioriser. En fait, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais moi, je pense qu'avec très peu de choses, dans un endroit que personne ne connaît forcément, on peut se défouler, comme tu l'as dit, d'être juste en allant faire une petite marche. Absolument. On va justement changer l'air. On n'a pas besoin justement d'avoir accès à des endroits précis ou à dépenser de l'argent pour parler de loisirs. Mais tout à fait. Voilà. Des fois, on se retrouve même entre copines pour prendre un café et ça nous change les idées. Ça devient un loisir pour nous et ça fait baisser notre niveau de stress. C'est ça justement, faire des trucs qui ne sont pas coûteux, hein, qui ne sont pas vraiment coûteux, pas nécessaires, et faire ce break-là. Bon, c'est vrai que voilà, dans certains pays, il y a une vie après, une vie après les horaires de travail, c'est-à-dire qu'après les horaires de travail, tout est ouvert. Et absolument. Donc, ils ont 2 journées ou 3 journées dans une journée et ça leur change les idées. Ce dit tout à l'heure, c'est une récompense. Donc, même si on passe toute une journée dans un stress continuel, professionnel, on sait que vers la fin de la journée, il y a un rendez-vous, il y a une séance de sport, je vais rencontrer des amis. Donc là, c'est une récompense. Attention, donnez du temps à vous-même, donnez du temps à soi est très important. Dormir assez est très important.
faire des cures de magnésium, parce qu'il faut savoir que si on reçoit un email stressant, si un collègue nous dit un mot vraiment qui démoralise, ou un manager, il y a déjà 5% du taux de magnésium qui diminue. Donc, attention, il faut savoir comment se doper de magnésium pour avoir cette force pour faire face à chaque. Très bien. Ben, écoute, je te remercie infiniment, Ania, pour tous ces bons conseils, pour tous ces éclaircissements. Je remercie aussi nos participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, vraiment désolée, nous sommes pris par le temps. Nous ne pouvons pas répondre en direct à toutes les questions. Mais si tu permets, Ania, je vais prendre note des questions que je t'enverrai. Et en fait, nous avons les contacts des personnes qui ont participé. Nous allons répondre directement à toutes vos questions. Justement, pour ne pas vous frustrer. Je sais que vous avez été nombreux à poser des questions. Je me ferai un plaisir, Yasmine, de répondre à chacun. Voilà, ne serait-ce qu'en faisant peut-être prochainement une autre session pour cette thématique qui est très, très importante et même primordiale, vu qu'elle dépend de notre morale et de notre bon fonctionnement, disons. Donc, nous allons très certainement programmer une autre session. Donc, merci à tous nos participants de nous avoir rejoints, aussi nombreux à cette thématique très importante. Merci à toi aussi, Ania, à chaque fois de répondre présente avec tout cet enthousiasme et toute cette implication. Donc, merci infiniment. Je vous dis à très, très bientôt et je laisse le mot de la fin pour Ania, pour nous laisser vraiment ses derniers conseils, ses dernières recommandations. Alors, j'ai envie tout d'abord de remercier tous les participants aujourd'hui avec toutes leurs questions. Je me ferai un réel plaisir de répondre à chacune et à chacun de vous. J'attendrai donc les questions ainsi que les contacts, Yasmine, tout à l'heure. Je te remercie pour cette séance de webinaire carrière qui est très encourageante pour tout le monde, au fait. Les postes managériales, d'exécution, etc. Concernant maintenant le stress, ce que je souhaite dire, ça ne vaut pas la peine de se stresser. Votre santé et votre personne priment, vraiment. Donc, essayons de trouver d'autres alternatives de récompense et de compensation, c'est-à-dire faire du sport, sortir, lire. Voilà, la lecture apaise, comme on dit, 11% du stress et de l'hypertension artérielle aussi. Donc, lisez, faites des activités en dehors du travail et surtout, ne jamais personnaliser les problèmes socio-professionnels. Ne jamais personnaliser. Je vous souhaite, voilà. Ah oui, je souhaite juste, voilà, je promets qu'on va refaire une autre séance de la gestion justement du stress, parce que là, c'était un briefing du stress au travail, comment ne pas céder, mais prochainement, on va faire une autre séance de la gestion du stress avec les détails purement techniques. Très bien, avec un très, très grand plaisir. Je donne rendez-vous à nos participants, justement, nous avons dit le mardi 28 décembre, Ania, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour parler des résolutions, des bonnes résolutions, du bilan de l'année, et donc pour se projeter positivement pour la prochaine année. Donc, on se donne rendez-vous ce mardi 28 décembre à partir de 10h pour en parler avec plus de détails. Donc, nous vous attendons nombreux. D'ici là, prenez soin de vous et à très, très vite, Inch'Allah. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.